Bonjour tout le monde, mon nom est François Vanier, je suis un candidat à la maîtrise en urbanisme à l'Université de Montréal, ainsi que boursier de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon projet de mémoire qui porte sur la dynamique de transformation des centres commerciaux dans la région de Montréal, plus particulièrement l'analyse des projets et les perspectives des acteurs. Je veux souligner le soutien indéfectible de mon directeur de mémoire, Jean-Philippe Meloche. Donc, ma présentation comprend une introduction, une problématique, la méthodologie, les résultats, l'analyse, la discussion et finalement la conclusion. Donc, ce qui nous a amené à nous intéresser au phénomène, c'est le fait que dans les dernières années, on a constaté qu'il y avait plusieurs projets de transformation des centres commerciaux par l'ajout de logements, notamment, mais aussi le fait que le centre commercial se trouve vraiment dans une période de grand bouleversement, en particulier avec la croissance du commerce électronique, notamment dans le contexte de la pandémie. Les objectifs généraux sont de documenter les transformations, d'éclairer l'interaction entre les secteurs immobiliers, de comprendre le rôle du transport collectif et aussi de me trouver un travail, ce qui est maintenant chose faite. Au niveau des problématiques, la principale est celle de l'évolution des centres commerciaux. Pour les fins de notre étude, un centre commercial est tout simplement une concentration de commerce dans un espace limité, dans une structure qui est ouverte ou fermée, ce qui peut donc prendre des formes et des vocations multiples, telles que les centres suprarégionaux, les centres de type lifestyle, mais aussi les galeries marchandes. Le centre commercial a beaucoup évolué. Les typologies sont passées de la place de marché à l'origine aux arcades commerciales du 18e et du 19e siècle, aux grands magasins, et finalement, avec l'arrivée de l'automobile, aux centres commerciaux linéaires, les fameux strip malls, aux centres commerciaux régionaux dans les années 50, aux mégacentres qui regroupent des surfaces commerciales, des grandes surfaces, aux centres commerciaux à ciel ouvert ou les centres de type lifestyle, aux centres commerciaux hybrides, aux centres de divertissement et finalement aux centres multifonctionnels qui pourraient bien être le modèle de l'avenir. À Montréal, les centres commerciaux sont passés par quatre grandes phases. Donc, d'abord, l'émergence dans les années 50, la croissance dans les années 70, l'adaptation dans les années 80 et la maturité dans les années 90 et 2000. On peut se demander si on n'est pas en train de rentrer dans une cinquième phase qui serait celle de la contraction de l'offre commerciale. Les principaux facteurs responsables de l'évolution sont en particulier l'impact des infrastructures de transport, en particulier le réseau autoroutier, la croissance de la classe moyenne et de son pouvoir d'achat, et finalement la migration vers la banlieue. Les principaux acteurs à Montréal sont Cadillac Fairview, Ivanhoe Cambridge, Cominar, First Capital, Smart Centers, Riocan Carbonléo et quelques autres. On voit ici sur la carte les principaux pôles commerciaux de la région de Montréal. En rouge, ce sont les pôles majeurs, donc en particulier le centre-ville de Montréal, le centre-ville de Laval, l'ouest de l'île, le boulevard Tachereau, les galeries d'Anjou et les promenades Saint-Bruno. Les principaux vecteurs du futur des centres commerciaux sont l'élément expérientiel, la densification, la multifonctionnalité, la technologie et l'accessibilité qui, combinés ensemble, vont amener le centre commercial à se transformer graduellement et à géométrie variable en milieu de vie. La question de l'avenir des centres commerciaux est extrêmement populaire depuis quelques années. On la retrouve dans de nombreux articles de journaux généralistes sur différents sites web, dans différentes plateformes. En témoigne ici un petit échantillon. Le mix commercial est en changement et est appelé à se transformer encore davantage. Donc, on devrait constater moins de bien-mode dans les centres commerciaux, plus de restauration et de divertissement, plus de santé et de bien-être, plus de services de proximité. Sur le plan immobilier, des commerces plus petits, moins de commerces et plus d'autres usages, plus de densité et moins de stationnement. Il existe plusieurs opportunités de développement à Montréal, mais aussi en Amérique du Nord, notamment les sites stratégiques dans des secteurs en croissance, bien situés à l'intersection d'autoroutes ou près d'infrastructures de transport, l'arrivée de nouvelles infrastructures de transport collectif, la sous-utilisation des stationnements et aussi la pression foncière qui fait augmenter la valeur du terrain. La deuxième grande problématique est celle de l'aménagement du territoire et de la planification du transport. L'arrimage entre ces deux composantes-là repose sur le fait que l'utilisation du sol a des effets clairs sur la demande en transport. En particulier, plus la densité est forte, moins les déplacements automobiles sont fréquents et nécessaires.
Cet arrimage-là s'inscrit dans un cadre de planification et d'aménagement plus important que sont le nouvel urbanisme et le smart growth, qui privilégient des développements avec des caractéristiques que sont la mixité des usages, la densité, les aménagements actifs et l'identité du lieu. La stratégie principale pour réaliser cet arrimage-là est celle du TOD, le Transit Oriented Development, ou en français, les développements orientés vers le transport collectif, qui est un concept en fait défini par Peter Calthorpe dans les années 90 et qui s'appuie sur une approche locale, donc au niveau de l'équipement de transport, mais aussi régionale au niveau du réseau de transport et de l'espace métropolitain. Cet arrimage-là se fait dans un contexte d'étalement urbain avec la croissance de la banlieue, la décentralisation des emplois, le développement de l'espace métropolitain de plus en plus polycentrique. À Montréal, le principal outil de planification pour veiller à opérer cet arrimage-là est le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui, entre autres choses, localise les aires TOD, précise les seuils de densité minimaux et propose des critères d'aménagement. La question de l'accessibilité des centres commerciaux est clairement liée aux infrastructures et aux moyens de transport, euh, notamment pour ce qui est du réseau autoroutier. Donc, le tableau ici montre bien la corrélation entre l'ouverture des autoroutes à partir des années 60 dans la région montréalaise et l'inauguration des centres commerciaux suprarégionaux qui se sont installés à proximité dans le sillon de l'ouverture des autoroutes. Dans la région de Montréal, il y a plusieurs projets structurants de transport collectif, en particulier le réseau express métropolitain, le fameux REM, qui va venir connecter plusieurs centres commerciaux en proposant un service à fréquence élevée et dont l'inauguration du premier tronçon sur la Rive-Sud va se faire en 2022. Il y a également le prolongement de la ligne bleue du métro qui va aussi venir connecter plusieurs centres commerciaux en proposant un service à fréquence élevée, mais qui devrait être inauguré en 2026 si tout se passe bien, compte tenu des incertitudes actuelles liées au projet. Au niveau de la méthodologie, donc, on a élaboré deux questions de recherche principales. La première étant, les centres commerciaux montréalais se transforment-ils ou projettent-ils de le faire prochainement? Si oui, de quelle façon? Et la deuxième étant, la construction prochaine des stations du REM et de la ligne bleue de métro incitera-t-elle les centres commerciaux impactés à se redévelopper? Si oui, se transformeront-ils en TOD? Pour y répondre, on a identifié deux stratégies principales. Donc, d'abord, un inventaire des projets de transformation annoncés publiquement, les projets récents à partir de 2015 et les projets à venir, ce qui couvre une période d'environ 10 ans. Et les projets qui sont situés dans les agglomérations de Montréal et de Longueuil et la ville de Laval, donc Montréal et ses banlieues proches. Et la deuxième stratégie est celle des entretiens semi-dirigés avec des acteurs concernés par la transformation, des acteurs privés dans la gestion immobilière et des acteurs publics dans les services d'urbanisme et les organisations de développement économique. Notre étude est essentiellement de nature exploratoire, puisque c'est un phénomène qui n'a pas beaucoup été documenté de la façon qu'on le fait pour la période concernée, et qui se veut aussi, qui veut proposer une compréhension globale du phénomène, puisqu'il porte sur les différentes formes de concentration commerciale et non pas une en particulier, et qui porte sur un objet qui est en transition et donc une nature qui est partiellement prospective. Au niveau des résultats, donc, on a documenté 28 centres commerciaux qui sont en transformation, qu'on a regroupés dans des zones géographiques qui sont plus petites, soit le centre-ville de Montréal, le centre de l'île de Montréal, l'ouest de l'île, l'est de l'île, Laval et Longueuil. Dans le centre-ville, tous les projets sont situés dans l'hypercentre montréalais. Certains concernent les nouvelles aires de restauration, les concepts que sont en particulier le Time Out Market, le Cat Cart dans Place Ville-Marie. Ce sont des projets de densification avec des tours multi-étages sur les bâtiments eux-mêmes, mais aussi des projets qui visent à améliorer les aménagements publics et à ouvrir des commerces sur rue, ce qui montre bien que dans le cadre d'un centre-ville, l'interaction avec le domaine public est importante. Au centre de l'île de Montréal, les projets sont davantage disséminés dans l'espace. Ils concernent principalement le redéveloppement de petits centres, la densification et l'ajout de logements, proposent également des nouvelles aires de restauration comme au centre-ville, surtout dans les centres commerciaux de plus grande importance, et sont à proximité relative d'infrastructures de transport variées comme les stations de métro, du REM et des gares, mais ils ne sont pas aussi proches
des centres commerciaux, comme c'est le cas dans le centre-ville ou dans d'autres zones. Dans l'ouest de l'île, les projets sont directement liés avec le projet du REM pour la plupart, notamment le projet de centre-ville de l'Ouest qui est piloté autant par la municipalité de Pointe-Claire que par Cadillac Fairview, qui est le propriétaire du CF Fairview Pointe-Claire. Et tous les projets sont des projets de redéveloppement intégrés, donc visent soit le redéveloppement du site au complet ou bien le développement d'un terrain d'importance qui est adjacent au centre commercial. Dans l'Est, on note très peu de projets. Tous les projets sont en lien avec le prolongement de la ligne bleue de métro, notamment le projet de centre-ville de l'Est, également piloté par Cadillac Fairview, cette fois-ci autour des Galeries d'Anjou. À Laval, tous les projets sont situés au centre-ville, donc près des infrastructures de transport autoroutière, mais aussi des infrastructures de transport collectif que sont la station de métro Montmorency et les terminus d'autobus, et sont principalement des projets de densification et d'ajout de logements. Finalement, dans la zone de Longueuil, il y a une variété de projets. Certains sont en lien avec le REM, près du pôle Panama, où il y a vraiment, qui constitue en fait un pôle de mobilité où on retrouve également plusieurs centres commerciaux. Il y a également des projets de redéveloppement des petits centres, surtout sur le chemin Chambly, une artère historiquement importante, mais qui a perdu son effet structurant. Et encore une fois, une nouvelle aire de restauration qui va être aménagée aux promenades Saint-Bruno. Notre analyse propose d'abord une analyse par catégorie. Donc, on a identifié 4 catégories principales que sont le bâti, l'usage, le design et l'expérience, et une métacatégorie qui est celle du milieu de vie qui combine plusieurs éléments des catégories. Les éléments significatifs ont été surlignés en beige. Donc, d'abord, au niveau du bâti, la majorité des projets sont des projets de construction de tours sur le site des centres commerciaux, donc le stationnement. Mais il y a aussi plusieurs projets de redéveloppement qui proposent un réaménagement global du site ou de terrains adjacents. Au niveau de l'usage, il est vraiment très intéressant de constater qu'il y a une parité de projets pour ce qui est des usages commerciaux et de projets pour ce qui est des usages résidentiels, ce qui montre bien la nouvelle tendance qui vise à ajouter du logement sur le site des centres commerciaux. Un autre élément intéressant à noter est le fait qu'il y a un usage institutionnel, plus précisément éducatif, qui a été ajouté dans un centre commercial, soit les Galeries des Sources. Plus précisément encore, le Cégep Gérald Godin occupe maintenant un espace dans ce centre commercial-là pour y loger ses services aux entreprises et la formation continue. Au niveau du design, on note des aménagements publics extérieurs, le réaménagement des aires communes intérieures, surtout dans les centres d'envergure et dans les centres au centre-ville. Au niveau de l'expérience, tous les projets sont liés avec la restauration, donc la modernisation des aires de restauration, mais aussi des concepts alimentaires un peu plus ambitieux, comme justement les projets au centre-ville et au promenade Saint-Bruno. Aucun projet de divertissement comme tel n'ont été documentés. Par contre, le projet du Royal Mount, qui devrait voir le jour dans les prochaines années, possède une grande composante de divertissement. Finalement, au niveau du milieu de vie, on note plusieurs projets mixtes qui visent à ajouter plusieurs usages et également les fameux projets de centre-ville dont on a déjà parlé. L'analyse selon l'état d'avancement des projets montre très bien qu'une grande majorité des projets sont à venir et donc n'ont pas encore été réalisés, ce qui montre bien le caractère incertain des transformations qui sont décrites. Notre analyse de l'accessibilité permet de constater que la presque totalité des projets qui visent à bonifier l'accessibilité le font en ajoutant un équipement de transport collectif, notamment les stations du REM. On peut voir ici l'impact différentiel du REM et du prolongement de la ligne bleue sur la transformation des centres commerciaux. Les petits carrés blancs montrent des centres commerciaux à proximité des stations qui visent une transformation, tandis que les carrés noirs, c'est des centres commerciaux qui ne visent aucune transformation. On peut voir plus en détail justement la différence en termes de centres commerciaux qui se transforment sur le nombre total de centres commerciaux à proximité de chacune des stations du prolongement de la ligne bleue et du REM. On peut également noter que l'intermodalité a un effet évident sur le nombre de projets et les projets d'envergure, en particulier pour le REM.
Au niveau des entretiens semi-dirigés, on s'est entretenu avec 10 participants privés et publics de grande qualité, certains étant dans des postes de direction, d'autres des postes de gestion. Euh, à part égale, on a eu des participants qui étaient, ou presque, on a eu des participants qui étaient dans la gestion immobilière, dans les services d'urbanisme, dans les organisations de développement économique, qui étaient en lien direct ou en lien indirect avec des centres commerciaux de taille variable et autant en banlieue que sur l'île de Montréal. Les principaux thèmes abordés, d'abord celui de la nature de la transformation des centres commerciaux. Tous les participants, sans exception, nous ont parlé des profonds bouleversements que connaît le secteur commercial, notamment les centres commerciaux, mais aussi le commerce de détail, l'importance grandissante de la diversification et de la densification, mais aussi de la composante expérientielle des centres commerciaux. Au niveau des facteurs de transformation, le commerce électronique est celui qui a été le plus cité, mais également l'impact de la pandémie, malgré les incertitudes sur les changements réels que cela va apporter. Ont également été discutés les changements sociodémographiques au niveau de la population, des modes de vie et des valeurs. Au niveau de l'impact du transport collectif, le transport collectif devrait, selon la plupart des participants, améliorer l'accessibilité et donc l'achalandage des centres commerciaux et pourrait avoir un effet important sur le redéveloppement de certains centres et la création de milieux de vie un peu plus complets. Au niveau des perspectives et des relations entre les acteurs, le cadre de planification et de réglementation est un élément qui est revenu très souvent, notamment les frictions et les défis pour ce qui est des usages et des densités qui sont permises. La collaboration entre les acteurs, notamment pour ce qui est du partage d'une vision commune et du développement de projets qui sont complémentaires entre les différents acteurs. Et a également été soulevée la question du cofinancement des infrastructures et du partage de certaines ressources. Pour revenir à nos questions de départ, donc à la question numéro 1, oui, des transformations ont déjà été amorcées, peuvent déjà être constatées, mais celles-ci devraient être accélérées par la pandémie. Les types de transformations observées ou à venir sont liés à la densification, à la diversification, à l'expérience, au milieu de vie ainsi qu'à l'accessibilité. Les géographies les plus touchées sont celles du centre-ville de Montréal, du centre-ville de Laval, de Longueuil et de l'ouest de l'île. Et les projets sont principalement à venir. Pour ce qui est du transport collectif, son impact est évident dans les nombreux projets de redéveloppement. L'impact du REM est nettement supérieur à celui du prolongement de la ligne bleue, probablement lié au fait que l'échéancier pour le prolongement est beaucoup plus éloigné dans le temps et il y a aussi beaucoup plus d'incertitudes sur sa réalisation. Les stations intermodales sont particulièrement attractives pour des projets de transformation et finalement, on a noté également quelques projets de TOD, bien que ce soit des projets sélectifs qui mettent de l'avant certaines caractéristiques et non d'autres, notamment la densité et la diversification, au détriment de caractéristiques liées plus à des aménagements actifs. Notre étude comporte bien sûr plusieurs limites, notamment l'absence d'analyse quantitative ou statistique, le caractère incertain des projets qui sont planifiés, l'échantillon limité des participants et le potentiel de biais, mais aussi la confidentialité de certains projets et des entretiens qui fait en sorte que certains projets qui ont été discutés lors des entretiens n'ont pas pu être intégrés dans notre inventaire. Pour conclure, donc, d'abord une synthèse, notre mémoire se divisait en trois grandes parties. D'abord, une partie qui portait sur l'évolution et le futur des centres commerciaux, une partie qui portait sur l'aménagement du territoire et la planification du transport collectif en lien avec, en lien avec les centres commerciaux, et finalement une troisième partie qui présentait notre projet de recherche, en particulier la méthodologie et ces deux stratégies que sont l'inventaire des projets et les entretiens avec les acteurs. Pour conclure sur une note prospective, on a identifié un certain nombre de thèmes intéressants à explorer selon nous, en particulier la polarisation de l'espace métropolitain autour des centres commerciaux, leur transformation à géométrie variable et à différentes vitesses vers des milieux de vie, le rôle de catalyseur du transport collectif pour ce qui est du redéveloppement des centres commerciaux et finalement le défi de la collaboration entre les acteurs qui demeure plein et entier. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Donc, on va y aller pour quelques questions. On a un petit peu de retard sur l'horaire, puis je voudrais pas retarder les gens qui avaient d'autres choses après. Donc, on a une question de Paula Negron, probablement. Euh, quel est, quel impact risque d'avoir le fait que la Caisse est maintenant la seule propriétaire des Galeries d'Anjou sur l'avenir de ce centre commercial? Bonne question. J'en ai aucune idée, pour être franc, mais je pense que ça va probablement faciliter les négociations. Si j'ai bien compris, c'est un des principaux éléments qui a amené ce changement au niveau des propriétaires, puis cet échange avec Cadillac Fairview. Donc, je pense que de limiter le nombre de personnes à la table devrait faciliter les négociations parce que je pense qu'ils ont très intérêt à ce que le projet de station de métro Anjou se fasse, puisque ça pourrait vraiment aider cet ambitieux projet de centre-ville de l'Est. Donc, ce serait ça ma réponse. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Jean-Philippe? Oui, juste très rapidement, là, pas étirer la discussion, mais tu as ouvert une porte tantôt en parlant du Royal Mount. Tu t'es intéressé beaucoup aux transformations des centres commerciaux. Puis évidemment, là où il y a des transformations, c'est plus dans le centre de Montréal, dans le centre de Laval, Longueuil, là où il y avait d'anciens centres commerciaux à transformer. C'est quoi le lien entre ça et les nouveaux centres commerciaux? Ceux qui ne sont pas en redéveloppement, sont en développement. Est-ce que tu as un peu regardé ça? Parce que j'imagine Couronne Nord, Couronne Sud, il doit y avoir beaucoup de centres commerciaux qui ne sont pas en redéveloppement, mais plutôt en développement. Puis Royal Mount, ça en est un exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace commercial, c'est de l'industriel qui était là avant. Donc, c'est quoi un peu le parallèle que tu ferais entre la différence entre un redéveloppement et un développement dans les défis là, qui attendent l'espace commercial? Excellente question. Ben, j'ai pas vraiment fait la comparaison, puis je me suis pas vraiment attardé à ça, mais ce que je pense, c'est que les nouveaux développements auront cette chance de partir de zéro d'une certaine façon. Ils vont déjà planifier des centres qui sont plus multifonctionnels avec une composante de commerce de détail qui est moins importante. On l'a vu dans le projet du Royal Mount, ils ont diminué la composante de commerce de détail, ce qui va probablement se faire dans d'autres projets, mais j'ai pas tous les détails. Il faut dire aussi qu'on est dans une période, en tout cas, aux dernières nouvelles, on est dans une période de maturité du centre commercial dans la région montréalaise. Moi, je pense qu'on entend peut-être une période de contraction, ça reste à voir. Donc, il y aura moins de projets qui vont être développés. Puis ces projets-là vont être, on parle de centre commercial encore aujourd'hui, mais d'après les entretiens que j'ai eus, d'après ma lecture du phénomène, bientôt, ce ne sera plus des centres commerciaux comme tels. Ça va être en tout cas pour certains, ça va être des centres multifonctionnels auxquels il va falloir trouver un nom ou qui vont s'appeler le quartier unisolar, par exemple, ou le quartier X, Y ou Z. Euh, mais ça serait intéressant de faire une étude, justement, un inventaire des projets en développement pour voir vers où ça s'en va. Moi, je me suis intéressé davantage à ce qui existait et comment ça va être transformé. Fait que ouais. Je vais ouvrir mon micro, ça va aller mieux. Alexandre? Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment riche puis bien structuré. En fait, j'ai deux toutes petites questions. La première, je rebondirais sur celle qui vient d'être faite. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé la comparaison entre le REM puis la ligne bleue où on voyait les points noirs puis les points blancs. Puis, tu as bien présenté la différence, justement, les caractéristiques des projets de développement versus les projets de construction, puis ça vient d'être évoqué. Mais je me demandais, c'est quoi la différence entre les points noirs et les points blancs? Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes à ces centres oubliés là ou qui ne changent pas versus les deux autres catégories qui changent? Le deuxième point, c'est par rapport à la gestion, c'est quelque chose que tu as évoqué avec les gestionnaires, puis peut-être que ça m'a échappé, mais dans quelle mesure, justement, les gestionnaires avec des portefeuilles vont... Est-ce qu'il y a certaines stratégies qui sont propres à des gestionnaires en particulier? Euh, ben, je pense qu'en fait, les différents propriétaires ont différentes stratégies. Je sais, par exemple, que Cominard, dès 2017-2018, avait une stratégie de densification de plusieurs propriétés
qui sont près d'infrastructures de transport ou qui vont l'être prochainement avec la construction du REM. Donc, je sais que eux, c'était vraiment une stratégie explicite. Mes entretiens se sont faits avec seulement 4 gestionnaires immobiliers, donc c'est vraiment difficile d'établir, disons, des idéotypes ou des stratégies vraiment précises, puis tout n'a pas été dit non plus là, par les gestionnaires. Je pense qu'il y en a qui sont, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes avec la pandémie, la croissance du commerce en ligne, le commerce de détail va pas très bien. Donc, je pense qu'il y en a qui sont peut-être plus attentistes, qui attendent de voir comment ça va se résoudre, alors qu'il y en a d'autres qui étaient plus proactifs, qui avaient anticipé les changements. Mes entretiens aussi ont mis en évidence ce qu'on pourrait appeler des personnalités différentes. Certains sont plus justement conservateurs, puis ils vont prolonger la durée de vie du modèle d'affaires qui a été développé dans les années 50 et 60 le plus longtemps possible, tandis que d'autres vraiment essaient d'anticiper les tendances. Il y a certainement des types différents, mais je ne peux pas nécessairement rentrer dans le détail. Pour ce qui est du REM et du métro, je pense que le principal facteur, c'est pas nécessairement disons, la spécialisation du centre commercial ou bien sa taille. Je pense que c'est vraiment l'accessibilité qui est absolument fondamentale. Le REM et l'échéancier. Donc, le REM devrait être opératoire d'ici à peu près 1 an sur la rive sud et donc connecter le centre-ville très prochainement. Donc, ça a amené beaucoup de projets de redéveloppement des centres commerciaux, tandis que la ligne bleue de métro, ben, 2026, si tout va bien. Puis là, on voit très bien qu'il y a de l'incertitude en ce moment avec des dépassements de coûts qui ne seraient peut-être pas des dépassements de coûts, mais en tout cas, je pense que ça crée beaucoup d'incertitudes. Par contre, je peux dire qu'il y a un gros projet qui semble être en développement. Est-ce que ça va se faire ou non? Je ne sais pas. Ça n'a pas été annoncé encore, qui est en lien avec la ligne bleue de métro. Donc, il y en a qui sont sûrement prêts à prendre le risque de développer un projet qui pourrait être un peu moins, qui pourrait avoir un peu moins de synergie si la station de métro tarde à être construite. Mais je pense que la plupart attendent de voir. L'autre élément peut-être aussi, c'est que plusieurs centres commerciaux sont relativement proches des stations de la ligne bleue de métro, mais ne sont pas nécessairement toutes collées. Donc, la distance par rapport à la station est certainement un facteur à prendre en compte. Dans le cas du REM, souvent, le centre commercial est directement à côté. Donc, c'est sûr que ça a un impact là, sur l'accessibilité puis sur le type de redéveloppement que ça peut susciter. OK. Ben, merci beaucoup. J'avais une question, mais je vais être obligé de la retenir. Je me permettrai de la poser par courrier électronique sur Certainement. la taille puis le statut des centres